le numérique, levier de croissance, un nouveau défi pour l'emploi. Donc c'est vraiment un thème, j'allais dire, on ne peut pas faire plus d'actualité que ce thème-là. Alors comme on vous l'a dit, moi je vais essayer de vous présenter quelques réflexions générales. Je suis qu'un pauvre universitaire traditionnel. Et puis ensuite, je passerai la parole à des véritables experts, à Bernard Benamou qui parlera des usages, il connaît ça par cœur et même plus que par cœur. Puis Benoît Thézenat qui, lui, abordera la question du chef d'entreprise et ce qu'il fait avec ces technologies numériques dans le conseil de ses clients, dans la nouvelle manière d'aborder le marketing, dans la nouvelle manière d'aborder la communication, les problèmes de business plan que ça pose, etc. Et enfin, Olivier Lamiraud nous parlera de ce qu'ils voulaient faire à l'école, comment on va faire cette smart école ou université, je ne sais pas comment on va faire, comment on va utiliser ces nouvelles technologies, alors cette fois dans un domaine plus précis qui est l'enseignement, dans la forme de l'enseignement, mais aussi dans les contenus de l'enseignement, puisque les choses doivent changer. Alors, quelques mots d'introduction pour introduire ces experts. L'économie numérique, c'est une véritable révolution. Bon, c'est une information dématérialisée, une communication à très bas prix. C'est ça la grande nouveauté qui est possible à l'échelle planétaire et qui induit évidemment de nouvelles pratiques professionnelles, culturelles et sociales. Alors, je vais vous donner 3-4 chiffres, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ces chiffres, à l'heure où je parle, ils sont déjà obsolètes. Bon, il faut savoir que, grosso modo, dans le monde, il y a plus d'1,5 milliard de téléviseurs, plus. Qu'il y a plus d'1,2 milliard de lignes téléphoniques. Qu'il y a presque 5 milliards de téléphones mobiles. Donc c'est des chiffres, bon, c'est que des ordres de grandeur, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'il y a plus de 2 milliards d'internautes, il y en aura 3 milliards bientôt. Et ce n'est pas fini, et ça, Bernard vous en parlera tout à l'heure, qu'avec l'Internet 3.0, c'est des dizaines de milliards d'objets qui vont communiquer. Alors cette fois, on passe aux objets. Donc il y a quelque chose de révolutionnaire dans ce monde du numérique. Alors à Dauphine, j'ai créé une chaire d'économie numérique et tous les 3 mois, avec Médiamétrie, nous suivons l'évolution des équipements, des usages, et puis on met quelques questions d'actualité pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Parce qu'on en avait un peu assez d'entendre des gens qui péroraient sur ce secteur-là en disant « moi je pense que ». Bon, on est ravis qu'ils pensent, mais leur pensée ne reflète pas forcément la réalité. C'est beaucoup mieux de dire je pense que à partir de données chiffrées, mesurées, qualifiées par un organisme comme Médiamétrie. Alors, pour vous dire que ça continue, j'ai mis 3-4 chiffres du baromètre. Ça, c'est l'année 2012. Sur l'année 2012, vous voyez que les micro-ordinateurs par foyer, c'est à 21 millions en France. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plus 4,4%. Donc quand on dit c'est un peu fini, tout ça, non, c'est pas fini. Il y en a 4,4% de plus. L'Internet dans les foyers, bon, on est à peu près au même. Parce que maintenant, avoir un ordinateur sans Internet, c'est un peu stupide. Donc on en a plus 2,7, c'est-à-dire 20 millions. Internet haut débit, parce qu'avant il y avait le bas et le haut débit, maintenant on ne sait plus très bien, tout le monde a du haut débit, puisque vous voyez que le haut débit arrive quasiment au niveau du bas débit. Ça veut dire qu'il y a 20 millions. Alors, ce que mesure Médiamétrie, c'est les internautes de plus de 15 ans. Hein, parce qu'on va voir après, parce qu'il y a maintenant, peut-être qu'il faudra qu'on revoie un peu nos manières de mesurer en descendant un peu l'âge. Parce que la dernière enquête que nous avions faite sur les téléphones et les enfants, un tiers des familles disaient qu'on pouvait donner un téléphone mobile à partir de 10 ans. Moi, j'avais commenté « pauvre professeur », parce que s'il y a 10 ans, et un tiers de la classe commence à avoir un téléphone mobile dans la poche, ça crée d'autres effets secondaires. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la smart, ce qu'on appelle la smart TV. C'est la télé connectée. Vous voyez que le chiffre, c'est 84% d'augmentation. C'est-à-dire que maintenant, il y a presque, à l'heure où on parle, il doit y avoir 4 millions de foyers qui sont connectés à la télévision par autre chose que le réseau traditionnel. Alors, vous voyez, je ne veux pas développer... Bernard pourra dire beaucoup plus de choses là-dessus que moi, mais vous voyez très bien que, par exemple, tout ce qui était nos
nos règles, nos lois, nos règlements, je pense au CSA, sur le contrôle de la télévision. Vous avez tous fait l'exemple, vous avez tous essayé pendant les élections de connaître les sondages qu'on ne publiait pas en France parce qu'ils étaient interdits, tout simplement par Internet, en prenant la télévision suisse ou la télévision belge, et vous aviez exactement... Donc on se demandait à quoi ça sert de les interdire, puisque comme il y a 20 millions de Français qui ont Internet, 20 millions de ménages... Bah, donc, vous voyez, ça remet en question un certain nombre de règles qu'on avait posées. Donc, les ménages, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent encore. Ça veut dire que maintenant, il y a déjà 4 millions de ménages français qui peuvent demain matin, par un clic, passer sur la télévision, sur Internet. Moi-même, personnellement, j'aime beaucoup le jazz et je suis branché pour gratuitement, hein, sur une chaîne de radio d'Atlanta. Donc, j'écoute du jazz via une radio qui est très loin sur mon iPad. C'est gratuit, c'est contrôlé par personne. Enfin, si, ça doit être contrôlé, mais je ne sais pas par qui. En tous les cas, pas par les organismes français ou européens. Je passe au-dessus de tout ça. Usage. Alors, là aussi, est-ce que les usages augmentent? Ben oui, le nombre d'internautes, il a augmenté de 3,3%. Autrement dit, la révolution ne s'est pas arrêtée, ça continue. Les achats en ligne, bon, 5%. La banque en ligne, 4%. Donc aujourd'hui, tout le monde, enfin, 21 millions de ménages, de foyers utilisent la banque en ligne. C'est quand même énorme. Alors les sites communautaires, il y a 30 millions, ça continue à augmenter, 30 millions de Français. Donc on vit dans un autre monde de relations avec ses voisins, ses amis, etc. etc. Dans le dernier baromètre, nous avions fait une enquête, je vous la cite parce qu'elle est amusante, sur les sites de rencontres. On posait la question aux gens, est-ce que vous êtes déjà allé dans un site de rencontre ou est-ce que vous êtes dans un site de rencontre? Eh bien, 30% des internautes, donc nous on mesure à peu près 40 millions, puisque ce n'est pas par foyer, c'est par nombre d'internautes, on prend au-dessus de 15 ans. Bon, c'est au-dessus de 15 ans, c'est une règle. Un tiers était déjà allé ou était sur un site de rencontre, et après, on voulait savoir ce qu'ils faisaient sur ces sites de rencontre. Alors, on posait des questions un peu édulcorées pour est-ce que vous parlez, vous discutez, est-ce que vous avez eu une relation amoureuse? Et bon, vous voyez, c'était quand même assez clair ce qu'on posait comme question. Ben 30% de 30%, ça faisait 10%. Ça veut dire qu'il y avait 4 millions de Français et ou de Françaises qui avaient eu des relations amoureuses par un site de rencontre. Alors là, on laisse le débat aux sociologues, mais on montre qu'il se passe des choses quand même tout à fait nouvelles. 4 millions, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de monde. Vous voyez, donc quand je dis il y a des modifications sociales, culturelles, etc., qui se produisent, eh bien, ces quelques chiffres le montrent. Alors après, quelques usages qui changent aussi beaucoup la vie, c'est les usages mobiles. Alors, les smartphones, bon, ben, 40% par an, c'est les derniers chiffres de 2012, donc vous voyez la croissance, etc. Ça continue, hein. Les derniers chiffres qui sortent dans 15 jours montrent que ça continue. Les mobicartes, c'est pas les mobicartes, c'est une petite faute. C'est les mobinautes, ma secrétaire a mal tapé. C'est-à-dire ceux qui utilisent des mobiles pour aller sur Internet. Parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à une époque relativement récente, on utilise Internet sur son ordinateur, chez soi, dans son bureau, etc. Maintenant, 23,6 millions, c'est-à-dire tous ceux qui ont un smartphone, en définitive, ils n'achètent pas un smartphone pour téléphoner, ils achètent un smartphone pour aller sur Internet. Donc ça fait beaucoup, 24% en un an. Et vous voyez que dans le mobile, on envoie des emails. Avant, on envoyait ces emails par un ordinateur qu'on avait fixe. Et maintenant, c'est avec un téléphone mobile. C'est très important ça parce que le SMS va sans doute baisser. Puisque avant on utilisait son téléphone pour envoyer des petits messages très courts. Maintenant, on commence à envoyer des SMS grâce au smartphone. Et alors, tout ce qui concerne les achats par les mobiles, eh ben, ça commence à prendre forme. Jusqu'alors, on achetait plutôt avec un téléphone fixe. Et aujourd'hui, on achète aussi avec son téléphone mobile. Vous voyez qu'il y a 4 millions, 7, 5 millions de personnes. Ça commence à être important. Alors, après, on mesure aussi un certain nombre de phénomènes. Et je vous donne la primeur du résultat, il sortira la semaine prochaine.
On a posé la question d'actualité sur le dernier trimestre. Est-ce que vous utilisez des sites d'Internet pour la santé? Est-ce que vous allez... Alors là, le résultat, 80% des Français regardent ou vont sur des sites de santé. Alors, on est en train d'affiner un peu le résultat. Ça pose des tas de problèmes, hein, multiples et variés. D'abord parce que des médecins commencent à en avoir marre de voir arriver des patients qui leur disent « Donnez-moi tel médicament, tel médicament, tel... » Vous permettez que je vous examine quand même un petit peu? Mais non, mais ils l'ont dit sur Internet. Deuxièmement, ce que Benoît connaît bien, c'est on considère qu'aujourd'hui, une communication verticale est en train d'être substituée par une communication horizontale. C'est-à-dire qu'avant, c'est l'avis d'un grand professeur de médecine. Ça, c'est vertical, ça vient d'en haut, la science qui descend. Pour un film, c'est l'avis du grand critique du Monde ou du Figaro. Ça vient d'en haut et vous allez voir le film. Aujourd'hui, plus du tout. De plus en plus, c'est l'avis horizontal des internautes qui vous disent « Vous avez mal au dos, j'ai la solution, parce que moi aussi j'ai eu mal au dos. Prenez des infusions de thym tous les soirs et vous verrez, vous n'aurez plus mal au dos. » Donc, c'est peut-être vrai, hein, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on change, on croit plus celui qui vous conseille, le voisin, la communauté internaute, que le spécialiste. Alors ça pose quand même quelques problèmes. Voilà un des exemples que nous avons posés. On a eu un autre thème qui, lui, m'a un peu terrifié. C'était l'année dernière, à peu près à la même époque. Est-ce que pour préparer vos vacances d'été, vous utilisez Internet pour réserver l'hôtel, pour choisir la maison, pour louer la maison, pour acheter les billets, enfin, bon, pour organiser votre circuit, etc. On avait 75% des Français qui disaient « j'utilise ces moyens-là ». Bon, très bien. Deuxième question. Pensez-vous que ces informations soient très fiables, moyennement fiables, pas fiables du tout, etc. 75% disaient que les informations étaient très fiables ou fiables. Alors là, ça pose un autre problème, parce que rien ne vous dit que ces informations soient fiables. Ils croient qu'elles sont fiables. Ça peut être tout simplement le concurrent qui dit n'allez pas dans cet hôtel parce qu'il y a des puces dans les lits, ou ça peut être des spécialistes qui vous disent allez surtout dans cet hôtel parce que la vue, mais vous n'en savez rien. Vous avez eu l'avis des internautes. Donc nous, on mesure des phénomènes. Après, on commente, après, on voit ce qu'on peut faire. Tout ça, ces petits exemples pour vous montrer que ça irrigue tous les domaines. Le tourisme, la santé, les relations sociales et humaines, affectives, etc. Il y en a absolument partout. Un dernier exemple, parce que celui-là, j'aime beaucoup. Est-ce qu'à Noël, vous avez revendu vos cadeaux sur Internet? Bon, 12% des Français ont revendu leurs cadeaux. Bon, deuxième question, est-ce que vous pensez le faire? 40% disent oui. L'année prochaine, il va y avoir un marché nouveau. La revente de cadeaux sur Internet. Donc, on ne va pas acheter les cadeaux, on va attendre le second marché, si je puis dire. Puisque ça sera évidemment moins cher, le second marché, que le premier marché. Non, je pense que c'est l'histoire des cadeaux. Parce que ça surprend même un peu des gens. On vous fait un cadeau, puis 2 jours après, vous mettez une petite ligne. J'ai un très beau paire de chaussures à revendre sur Internet, etc. Enfin voilà, donc tout ça, ces exemples pour vous montrer que ça irrigue absolument toutes les activités que nous avons, et que ce ne sont plus des aspects, j'allais dire, marginaux, c'est des gros bataillons qui arrivent là-dessus. Alors, si on veut continuer, pour donner quelques exemples, bon, ça représente quoi tout ce monde du numérique? Bon, il y a l'IDAT qui mesure chaque année ce poids à la louche. Donc ce DigiWorld, c'est toutes les activités de hard ou de soft, d'équipement ou de service qui tournent autour du numérique. On va dire, pour simplifier, bon, on le chiffre autour de 3 000 milliards de dollars, ce qui représente 6,5% du PIB mondial. Donc c'est lourd. Ce n'est plus des gadgets, etc. 6,5% du PIB mondial, c'est quand même très, très important. Alors, évidemment, parmi
ce monde digital, ce monde du numérique, ce qui a le plus marqué, c'est l'Internet. L'Internet tire tout le reste. L'Internet, c'est le média, si on peut dire si c'est un média, ou c'est l'innovation qui est la plus intéressante de ces dernières années. Et ça s'est fait en quinzaine d'années. C'est allé extrêmement vite. Et tout a basculé à ce moment-là. Alors, son impact sur l'économie est considérable. Bon, si on prend au niveau macroéconomique, aujourd'hui en France, un peu à la louche, hein, il semblerait, c'est McKinsey qui dit ça, que ça soit autour de 72 milliards d'euros. C'est pas mal. 72 milliards d'euros, 3,7% du PIB. Ça commence à représenter quelque chose. Mais surtout, c'est une filière qui est maintenant plus importante que l'habillement, plus importante que l'énergie. Donc on commence à rentrer dans un monde tout à fait nouveau avec ce monde de l'Internet au sens le plus large du mot. C'est une filière qui est tout à fait considérable et qui est très souvent sous-estimée. C'est pour ça que, je fais une petite incidente, mais le projet de l'école de s'intéresser à ces questions-là dans la formation et dans les métiers de demain, c'est important. On travaille sur des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros. Hein, et ce n'est pas fini. Et c'est une filière qui fait autour de 1,2 million d'emplois, directs ou indirects. Alors, les emplois directs, c'est facile à mesurer. Les emplois indirects, c'est toujours un peu plus compliqué, parce que qu'est-ce que l'indirect par rapport à un emploi? Il y a même une troisième catégorie, c'est les emplois induits. Il y a les directs, les indirects et les induits. Mais enfin, comme on est à 1,2 million, c'est déjà des centaines de milliers d'emplois. On ne va pas se chicaner sur les chiffres, savoir si c'est 1,2 million, 1,250 ou 1,1 million. Mais surtout, on s'aperçoit que sur les 15 dernières années, les emplois qui ont été créés, il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières années. Ben, un quart, ça vient de cette filière. Donc sur le plan macroéconomique, la filière Internet représente maintenant quelque chose de lourd. Alors, si on va maintenant sur le plan microéconomique, alors sur le plan microéconomique, l'Internet permet des gains de rentabilité pour les entreprises et toujours McKinsey, les sociétés qui ont investi dans le numérique ont des rendements attractifs puisque, d'après McKinsey, chaque euro investi dans les filières numériques génère 2 euros de marge opérationnelle. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et toujours McKinsey nous dit 1 euro dépensé en marketing numérique, c'est 2,5 euros de bénéfices. Donc là aussi, encore une fois, ça vaut le coup. On a même créé un indice qui s'appelle l'indice d'intensité web. Au cours des 3 dernières années, les entreprises qui ont, essentiellement les PME, qui ont investi dans le web, croissent 2 fois plus vite que celles qui l'ont pas fait. Et elles exportent 2 fois plus. Autrement dit, il y a un lien entre croissance et exportation. Et l'exportation, c'est aussi un élément de la croissance. Donc, même si ces analyses venant de McKinsey peuvent être discutées exactement, il y a quand même des corrélations qui sont extrêmement positives. Mais au-delà de ça, tout cet Internet, tout ce monde Internet permet des avantages assez considérables pour le consommateur. Parce que grâce à des services qu'on vous offre sur Internet, vous consommateurs, nous consommateurs, qui sont payés par la publicité, eh bien, on fait en moyenne 36 euros d'économie par foyer par mois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'avant on devait payer pour avoir l'information, et là vous les avez gratuitement parce qu'il suffit de cliquer sur votre... Je ne sais pas, par exemple, avant, vous reverriez un billet d'avion par une agence. Vous descendiez à l'agence, elle prenait sa commission. Alors soit c'était une bonne agence, c'était la compagnie aérienne qui lui reversait la commission, soit parfois elle vous rajoutait un petit quelque chose sur votre facture, 2 ou 3 euros, en disant frais de dossier, cher monsieur, chère madame. Là aujourd'hui, vous le faites chez vous et puis vous n'avez pas de frais de dossier. Parfois vous gourrez un peu, mais enfin, ça, c'est l'apprentissage. Hein. Donc il y a quelque chose. Et puis deuxièmement, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas que, il y a des gains de prix aussi, puisque grâce à Internet, vous avez des comparateurs de prix. La paire de godasses que vous auriez, parce je parle des chaussures parce qu'on a un ami qui est l'ancien président de la Welltime Warner,
qui maintenant a le plus gros site de chaussures sur Internet. Bon, quand il a lancé son truc sur Internet, je disais Stéphane, c'était un de mes anciens élèves d'HEC, je disais Stéphane, vous êtes bien sérieux, vous allez vendre des chaussures sur Internet? Mais vous vous rendez compte, on n'a pas la même pointure, les hommes, les femmes, les couleurs, les chaussures d'été, et puis si ça ne va pas, on les rend comment ces chaussures? Il faut dire que c'est un personnage intéressant. Il a été aux États-Unis, après HEC, comme vendeur de mécano. Pas de mécano, le jeu. Il vendait des jouets. Et puis, quand il en a eu assez, il est devenu le directeur général de AOL Time Warner, qui vendait de l'Internet en France. Puis il a acheté un jour cette boîte, Sarenza, qui a un nom impossible à coucher dehors. Sarenza, il faut être fou. Il avait acheté, il a dit je l'ai gardé. Et il vend des chaussures. Et je crois qu'il en vend 10 millions de paires par mois. C'est quelque chose. Alors, si un jour vous le faites venir, vous verrez, il vous convainc. Le lendemain, vous achetez des chaussures chez lui. Parce qu'il dit, chez moi, il y a 300 marques. Dans n'importe quel magasin, vous avez 10, 15 marques. Moi, j'ai le choix complet. Et il a bien... Alors, évidemment, après tout son marketing Internet, tout son problème, c'est un logistique physique. C'est qu'il faut les envoyer, les paires de godasses. C'est là, il y a des beaux jours pour la poste. C'est qu'il faut bien qu'elles arrivent. Il a même un service plus, je le dis pour ceux qui ont envie d'être servis correctement, c'est qu'ils peuvent vous envoyer quelqu'un dans votre bureau. Vous essayez les chaussures, vous les avez choisies, les essais. Si ça vous va, vous payez, vous gardez les chaussures. Si ça ne vaut pas, vous y ramènez les chaussures. Donc il y a une espèce de... Pour PDG, on va dire. Pour hommes ou femmes très prises par leur activité. Bref, son truc marche. Il me dit, j'ai l'équivalent de 150 à 200 magasins de chaussures sans avoir de fonds de commerce, sans avoir de bail à payer, de loyer à payer. Je vous donne cet exemple des chaussures parce que moi, ça me semblait totalement aberrant de vendre des chaussures sur Internet. Eh ben non. Alors après, Benoît vous en parlera, est-ce qu'il gagne de l'argent ou pas? Ça, c'est une autre paire de manches. À court terme ou à moyen terme ou à long terme. Ça, c'est une autre paire de manches. Et ce n'est pas si évident de gagner de l'argent sur Internet. Donc, il faut faire aussi attention aux illusions. Benoît, vous ne me contredisez pas. Hein. Après, ce n'est pas très facile de gagner des sous comme on le croit. Bon, en France, les perspectives à 2 ans, on va dire 2015, on pense que ça va faire autour, sur McKinsey, j'ai pris une étude de McKinsey, je n'en avais pas d'autre, 129 milliards d'euros, 5,5 du PIB, 450 000 emplois, et surtout, dans la croissance, enfin en ce moment, la part de la croissance, même si c'est 14% de zéro, c'est toujours zéro, hein, mais la part de la croissance sur les 3 prochaines années, ça serait de 14% de la croissance. Mais effectivement, si c'est zéro, alors on pourrait dire à l'inverse que s'il n'y avait pas Internet, la croissance ne serait pas de zéro, mais elle serait de moins quelque chose. Bon, enfin bref, non, tout ça pour dire encore une fois que c'est un phénomène important. Alors, cela dit, il y a des belles perspectives en France, parce que d'après le classement de l'OCDE, nous sommes 17e sur les 34 pays de l'OCDE. Les Royaumes-Unis est 4e, donc on a un peu de marge pour encore progresser dans ce domaine. J'ajoute, ça c'est une fierté personnelle pour mon activité personnelle, qu'il faut que vous sachiez, parce que les gens ne le savent pas en France, que nous sommes le pays où l'accès à Internet est le moins cher du monde. Je dis bien du monde. C'est pas vrai en Asie, c'est pas vrai aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher, c'est pas vrai partout. C'est le moins cher du monde. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui la France est en retard. Non, on est le moins cher. Alors maintenant, depuis que Free est rentré sur le marché des mobiles, nous avons les forfaits de mobile les moins chers du monde aussi. Donc on a quand même 2 facteurs positifs. L'accès à Internet le moins cher du monde, les abonnements mobiles les moins chers du monde. Bon, on doit pouvoir faire quelque chose avec ça quand même. Hein, il ne faut pas quand même toujours se plaindre. Alors évidemment, Bouygues, SFR, Orange pleurent parce que le prix a baissé. Ils gagnaient tellement d'argent avec le téléphone mobile, ils en gagnent moins. Pour vous faire simple, la téléphonie mobile, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal, 20 milliards d'euros. Ils étaient 3 à se partager le gâteau, la marge était 30%. Donc ils se faisaient 7 milliards de marge.
C'est des marges type Microsoft. Hein. Donc, c'est du lourd. Là, aujourd'hui, ils ne font plus que 3. Parce que l'autre est arrivé, il a baissé les prix. Et ils ont suivi, ils ne font plus que 3. Alors évidemment, ils pleurent parce qu'ils avaient des effectifs pléthoriques, les frais généraux dans ces entreprises étaient disproportionnés, les immeubles étaient magnifiques. Si vous voyez la tour SFR à la Défense à Paris, c'est quand même beau. Si vous voyez le local de recherche de Free, c'est dégueulasse, mais enfin, ils gagnent de l'argent. Voilà. Alors donc, il y a des mouvements. Alors, tout ça pour vous dire encore une fois, qu'on a les moyens pour développer, on a les prix d'accès faibles et on a des prix pour le mobile faibles. Donc, à nous de construire les services, les choses plus... Alors, dernier, 2 petits points pour, je ne veux pas trop abuser. Quelques réflexions sur les effets sur le travail. C'est pour ça que c'est très important, ces réflexions sur l'école. D'une manière générale, on peut dire que dans toutes les organisations, le numérique a entraîné des modèles d'organisation plus rationnels. On est un peu au rythme de ces processus numériques. Ça a surtout augmenté la production d'informations et leur vitesse de circulation. Globalement, aujourd'hui, 75% des salariés travaillent ou ont accès à un ordinateur. 3 sur 4, il y a les balayeurs n'en ont pas, mais demain ils en auront certainement dans les rues pour savoir où il faut balayer, comment il faut balayer, parce qu'on leur dira qu'il y a des crottes de chiens à nettoyer d'urgence. Je ne sais pas, je dis, mais ça, pour l'instant, 75%, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le travail ? La première caractéristique, c'est que le travail que l'on fait devient plus intellectuel. Et donc, le travail change de nature, et surtout, les compétences pour l'exercer changent elles aussi. Le travail devient aussi plus abstrait. Le commercial ne voit plus le client. Il voit sur un ordinateur ou sur un téléphone que vous l'avez appelé pour lui demander un billet d'avion ou je ne sais trop quoi. Il ne le voit plus, il ne sait même pas comment... Et vous ne voyez pas non plus le commercial. Vous, le client, vous ne le voyez pas. Vous attendez la voix. Bon. C'est pour ça que... Il y a les techniques marketing où on oblige les gens qui répondent à mettre un miroir et à sourire. Parce que si vous êtes de mauvaise humeur, bon, ça la fout mal comme un commercial qui répond comme ça à son client. Donc il faut que les gens se... On est dans la... Nous étions ensemble à Genève pour le cercle numérique. J'ai fait une émission d'interview de radio. Moi, j'étais dans un studio de radio à Genève et l'intervieweuse, elle était à Lausanne. Donc, je le voyais, on faisait des coucous sur l'écran. Je n'ai jamais vu cette personne, sauf sa photo. Enfin, et j'entendais sa voix. Donc, j'ai fait une interview virtuelle. Mais elle est passée à la radio. Comme si ceux qui écoutaient, ils pensaient qu'on était tous les deux ensemble dans le même studio. Pas du tout. Alors, le travail, le commercial ne voit plus le client. Le vendeur ne voit plus le stock. Avant, vous disiez, je voudrais une paire de chaussures. Oui, 39, il y en a une. Il dit, attendez, ne bougez pas. Il dit, il n'y en a plus. Oui, il y en a. Sauf sous-sol, où on va vous les livrer, etc. Donc le commercial ne voit plus le client, le vendeur ne voit plus le stock, l'opérateur ne va plus toucher la vanne pour fermer la vanne d'eau. Il dit, il faut supprimer le chauffage. Il n'y va même plus, il est assis, et il envoie une information, etc. Autrement dit, on n'agit plus directement, mais on recueille, on traite, on transforme des volumes d'informations de plus en plus importantes. Et les secteurs industriels, commerciaux, administratifs sont tous concernés par des modifications d'emploi. Autrement dit, les nouvelles technologies donnent l'apparition de nouveaux métiers et de nouvelles façons de concevoir ces métiers traditionnels. Et ce qui est très important, c'est que les compétences socio-cognitives ou génériques, comme on dit, capacité à communiquer, à travailler en équipe, à travailler à distance, à synthétiser, à structurer, etc., sont peut-être aussi parfois moins importantes que les aptitudes techniques acquises au cours de la formation. C'est un vaste chantier qui s'ouvre. Autrement dit, on ne va plus dire « Ah, lui, il a bac plus 4 ». C'est une phrase complètement stupide
qu'on entend tout le temps. Et lui, il a bac+2 dans les conventions collectives. Celui qui a bac+4, très souvent, est plus rémunéré. Non, on dira, celui-là connaît, et celui-là ne connaît pas. S'il connaît, il ne connaît pas, c'est pas parce qu'il a fait bac+6, bac+10, bac+12, il ne saura pas se servir de ces techniques. Donc la hiérarchie ne se fait plus de la même manière comme elle se faisait dans le passé. C'est est-ce qu'il connaît ou est-ce qu'il ne connaît pas? Est-ce qu'il sait faire marcher ou est-ce qu'il ne sait pas faire marcher? Et ça, c'est très, très surprenant. Vous entendez les discours. Moi, j'ai fait monsieur bac+5 et je suis, je sais pas, enfin, je veux dire de méchanceté, j'arrête bac+5 de sociologie. Eh ben oui, c'est bien. Mais il n'y a pas d'emploi. Mais moi, j'ai fait bac+2, un BTS de développeur informatique, j'ai 12 postes. Et j'ai que bac+2. Donc les hiérarchies changent. Alors, deuxièmement, le travail devient de plus en plus intense, à tous les niveaux. Et là aussi, il y a des tas d'inégalités qui se créent, et les inégalités, comme je viens de vous le dire, ne se font plus en fonction du niveau d'études comme par le passé, mais en fonction des compétences génériques que l'on possède pour avoir une certaine autonomie par rapport au savoir. Il y a même, si vous voulez, une alphabétisation qu'on doit faire à tout le monde, parce que si personne ne connaît le numérique, il ne s'en sortira pas. Hein. Vous restez... et on a tous fait quelques exemples... parfois à notre détriment, de mauvais usage de ces nouvelles technologies, en réservant 2 fois la même chose, en annulant quelque chose qu'on ne voulait pas annuler, etc., etc. Nous-mêmes, on a tous besoin d'un petit peu d'apprentissage dans ce domaine. Donc, il y a bien une révolution qui se produit, qui concerne tout le monde, comme j'ai essayé de vous le démontrer. On passe d'une économie industrielle dont on parle encore beaucoup, à une économie immatérielle. J'avais un de mes collègues, dans tous les cours d'économie ou de gestion, on parle de la production. Et lui, il avait écrit un bouquin qui s'appelait La Servuction. Il disait la production, d'accord, et tous les référentiels de la production, c'était toujours basé sur la production des bagnoles, des bâtiments, etc. Et il disait le service, la servuction, ça existe avec ses spécificités. Donc on a toujours pris des modèles un peu d'économie industrielle alors qu'on est rentré dans une économie immatérielle. Et ceci, y compris dans les pays émergents, parce que dans ces pays nouveaux, pendant longtemps, il y avait une courbe qu'on connaissait tous. C'était un lien qui existait entre le développement économique du pays et sa consommation de téléphone. Et on disait, plus le pays est riche, plus il a de téléphone, plus il consomme de téléphone. Eh bien, aujourd'hui, la proposition est renversée. On peut dire que pour qu'un pays se développe, il faut qu'il ait, on va dire, du téléphone au sens large, c'est-à-dire du téléphone, des nouvelles technologies de communication. S'il n'a pas ça, il ne peut pas se développer. Surtout dans un cadre, comme vous le savez, de mondialisation, où il faut pouvoir communiquer en permanence aux quatre coins du monde pour pouvoir être efficace. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes pour, non pas faire un bilan définitif, mais vous donner quelques idées de démarrage de ce domaine. Donc, le numérique, vous l'avez bien compris, est au cœur de toutes nos sociétés. Ça influence nos prises de décision, nos systèmes de relations, nos modes de raisonnement. Et il est bien entendu que ce n'est qu'un début. Et que ça va se... J'aime beaucoup une phrase de René Char qui dit « Demain règne aujourd'hui sur le monde ». Voilà, je passe la parole au suivant.